question que j'aborderai est la dynamique de la diversité, c'est-à-dire la production et la maintenance de la diversité dans les systèmes sociaux et écologiques, selon certaines théories récentes. Alors, je ne chercherai pas à comparer directement les notions de diversité telles qu'elles sont définies dans les deux champs, et ni même de proposer une naturalisation de quelque sorte. L'histoire préalable des rapports entre ces deux champs a déjà montré les dérives possibles des projets semblables. Le poids de cette histoire, je crois, commande aussi de s'effacer d'autant que possible du niveau métaphorique des Hegeliens. Donc, je n'adresserai même pas la relation directe entre diversité culturelle et biodiversité, qui fait l'objet de l'approche des systèmes socio-écologiques, une approche qui se focalise surtout sur les formes traditionnelles de gestion des écosystèmes, agriculture particulière, généralement pré-industrielle, dont la complexité sociale reste incommensurable avec celle des sociétés qui habitent actuellement la planète et décident de sa sort, c'est-à-dire des sociétés pour lesquelles l'environnement de référence est premièrement celui social. Le cadre de référence de cette mise en relation sera plutôt la théorie des systèmes dynamiques complexes adaptatifs et loin de l'équilibre, un statut acquis pour les deux champs de recherche dans la deuxième partie du XXe siècle, en conséquence du même bouleversement conceptuel qui a mis en cause le paradigme de l'équilibre de la nature, compris comme l'achèvement d'un ordre dans la société, ou bien de l'optimisation de l'exploitation des ressources naturelles dans les écosystèmes nus. Cet essor a produit des méthodes de modélisation communes aux deux champs, surtout l'application du formalisme de la théorie des réseaux complexes loin de l'équilibre et des modèles à base d'agents, qui mettent en place des simulations numériques de la dynamique de ces systèmes dont les trajectoires sont intrinsèquement imprédictibles. Ces formalismes commencent salués à l'origine comme des cadres épistémiques universels qui permettaient de faire abstraction de la différence entre entité et mécanisme causal en jeu, sont devenus dans leur raffinement progressif, je crois, aussi bien des outils capables de renseigner sur les différences, autant que sur les similarités. Pourquoi donc, avec tous ces mises en garde, adresser la dynamique de la diversité comme un jeu commun aux deux champs? Ma motivation personnelle, peut-être, est qu'ils sont confrontés à des menaces et urgences similaires. La menace à la biodiversité est à l'ordre du jour, bien que le rôle effectif de la biodiversité ait été beaucoup controversé récemment. Il commence à y avoir une certaine convergence sur des mesures de la perte de biodiversité qui se corrèlent à certaines fonctions des écosystèmes. Pour les sciences sociales, on perçoit avec une clarté croissante la double menace à la diversité culturelle, c'est-à-dire celle d'une monoculture globalisée d'une part, et de la ségrégation de l'espace social entre groupes culturels polarisés et enfermés en soi-même, où la diversité devient simplement stérile. Dans les deux cas, la menace est moins la perte de la diversité existante que celle des conditions pour soutenir aussi bien la création de diversités nouvelles que la maintenance de la diversité, c'est-à-dire les conditions pour la coexistence entre différents, dont mon choix de souligner des enjeux comme celui de la dynamique de la diversité. Dans les deux cas, plusieurs études montrent aussi que l'agencement des procès et des facteurs nécessaires à la préservation de la dynamique de la diversité est très délicat, c'est-à-dire réside dans une région très étroite des trajectoires évolutives possibles. Sur le fondement de la perspective commune du non-équilibre, donc, il y a une convergence dans deux champs que le défi n'est pas de figer, contraindre ces systèmes dans un ordre social ou bien naturel fossilisé, mais de mettre en place des actions affirmatives, pratiques, sociales, agences institutionnelles, gestion des écosystèmes, qui ne seront efficaces s'ils ne prennent en compte les différents facteurs et forces qui influencent leur dynamique. L'idée que la diversité sociale engendre une dynamique du non-équilibre remonte au moins à Durkheim. Dans la division du travail social, il s'empare de Spencer, c'est-à-dire à la représentation de l'évolution sociale comme trajectoire d'un état instable d'homogénéité à la stabilisation énergétique dans l'hétérogénéité. Pour Durkheim, au contraire, la différenciation des fonctions dans les sociétés complexes comporte une augmentation de l'instabilité du milieu social
par rapport à la supérieure stabilité des sociétés primitives, marquées par l'uniformité et le contrôle centralisé de l'individu. En même temps, en soulignant que l'environnement de référence pour l'évolution de la société est son milieu intérieur, caractérisé par une démarche dynamique propre par rapport à l'environnement naturel, il revendique avec un acte tout à fait fondateur l'autonomie de la sociologie par rapport à la biologie. Il est sous la bannière des systèmes complexes adaptatifs et loin de l'équilibre, c'est-à-dire le système composé d'entités hétérogènes qui interagissent localement de façon non linéaire, dont l'évolution est dépendante du chemin et relève de procès d'auto-organisation, que la dynamique de ces systèmes sociaux écologiques retrouve à partir des années 70 du siècle dernier un cadre de référence et de modélisation commune. Les différentes approches pour modeler la dynamique de ces systèmes relèvent des outils mathématiques des sciences de la complexité, c'est-à-dire l'analyse des systèmes dynamiques complexes non linéaires, la théorie des réseaux complexes en évolution, c'est-à-dire les réseaux qui sont caractérisés par la perte d'acquisition continuelle de nouveaux nœuds et liens et par la réorganisation adaptative de ces poids, de ces différents des propriétés des nœuds et des liens à la suite des perturbations. Et enfin, un modèle à base d'argent, sur lequel je reviendrai tout de suite. Mais c'est en particulier évidemment à ce dernier en tant qu'ils permettent de représenter la dynamique en termes d'entités discrètes qui interagissent et de mettre en place des simulations numériques de leur évolution dans le temps qui font le bord de ce qu'on appelle sciences sociales génératives, ou bien, selon un titre récent que j'ai mis là, les sciences sociales du non-équilibre. À ce cadre s'est ajoutée récemment la science sociale computationnelle, qui intègre les différentes techniques de la simulation numérique avec les statistiques extraites des avalanches de big data disponibles aujourd'hui sur le comportement humain, surtout grâce aux réseaux sociaux numériques, qui sont devenus aussi des véritables, comme on le dit dans un article, laboratoires pour les sciences sociales pour conduire online des expériments contrôlés et des dépôts de données empiriques sur les phénomènes à large échelle. L'objectif spécifique de cette science sociale computationnelle est de classifier et comprendre les nouvelles dangers et pathologies des systèmes sociaux complexes et en particulier les effets contradictoires des nouvelles technologies sur la société. Il est surtout cette approche récente qui nous a renseigné sur les pathologies qui se sont engendrées dans les réseaux sociaux numériques. L'icône contemporaine de l'espace public, saluée comme l'avènement d'une intelligence collective et agorale universelle pour le dialogue délibératif, où s'est réalisé enfin le rêve démocratique d'Internet, il vient porte l'achèvement de la désintermédiation la plus poussée, avec celle que Manuel Castells appelait l'autocommunication de masse, où les utilisateurs sont aussi bien producteurs que consommateurs d'informations engendrées et aussi bien que dirigés, sélectionnés par eux-mêmes. Cet achèvement a apparemment produit une dynamique de fragmentation et de polarisation croissante entre groupes sociaux répartis sur eux-mêmes. Les analyses récentes de la science sociale computationnelle ont montré en particulier que phénomènes comme le fake news et hoax ne dépendent point de la force intrinsèque des messages, mais de l'architecture fragmentée des sous-réseaux isolés en des chambres d'écho qui, comme des boucles de rétroaction positive, au lieu de filtrer et redimensionner les messages paradoxaux ou tendancieux, en amplifient la diffusion. À l'autre extrême de cette ségrégation stérilisante, je veux dire, de la diversité, il y a la monoculture, l'effacement de la diversité par l'assimilation du différent, l'homogénéisation. Je chercherai brièvement très grossièrement de montrer comment la dynamique entre ces deux forces a été modélisée, surtout par la méthode des modèles à base d'agents, à partir de l'étude séminaire de Robert Axelrod en 1997, et dans quelle direction cette représentation a été réalisée dans quelles études plus récentes. La question de laquelle parle Axelrod est pourquoi, dans une société où l'influence sociale est si répandue et sans barrière apparente, où en principe tous peuvent interagir entre eux,
ne se produise une convergence globale, c'est-à-dire une uniformité culturelle. Axelrod applique à ces problèmes les méthodes de modèles à base d'agents ou bien individus centrés. Très grossièrement, la procédure de ce modèle est qu'on bâtit des agents hétérogènes autonomes selon une liste de caractéristiques individuelles et les fait interagir à plusieurs reprises dans un environnement spécifié précisément, selon des règles de comportement localisées, jusqu'à ce que, variant certains paramètres, se produisent dans les simulations des régularités macroscopiques qui ressemblent à celles observées dans des systèmes réels. Un principe qui a été, épistémologique qui a été nommé suffisance générative. Les atouts fondamentaux de cette méthode, ce sont de pouvoir modéliser très précisément avec beaucoup de caractéristiques les agents et surtout de permettre de relier les mécanismes opérants au niveau de l'individu avec la topologie émergente au niveau macroscopique et aussi d'étudier comment ces topologies émergentes modifient à leur tour dans le cours même de la simulation le comportement local des agents. Bien que le fondement épistémologique de la suffisance générative soit évidemment fragilisé par le problème de la réalisabilité multiple, c'est-à-dire entre la configuration macroscopique et les possibles dynamiques microscopiques qui lui correspondent, il s'agit d'une méthode très puissante, je crois, pour tester des théories différentes sur les mécanismes causaux en jeu dans les dynamiques de ces systèmes dont l'évolution est en principe imprédictible. Alors, dans la simulation de Axelrod sur la dynamique de l'influence culturelle, la culture est définie comme un ensemble. Non, c'est une autre slide. La culture est définie comme un ensemble de caractéristiques individuelles qui sont sujettes à l'influence sociale, c'est-à-dire qui évoluent au cours de l'interaction sociale simulée. L'innovation très importante de Axelrod est de définir un jeu de décision des agents en temps d'adaptation et non de choix rationnel. Il s'agit évidemment de l'écroulement du mythe du sujet rationnel qui était à la base de la théorie analytique de jeu classique. L'hypothèse d'une rationalité optimisante incorporée dans les règles des interactions aurait en fait permis de prévoir la trajectoire qui conduit le système à l'équilibre. Au contraire, les agents de Axelrod ne sont pas des optimisateurs, ils s'adaptent simplement à l'environnement social immédiat qu'ils rencontrent, le réseau de leurs voisins proches, sans qu'il y ait un calcul stratégique des coûts et avantages orientés vers le comportement. Alors, je me limite dans ce modèle qui est très complexe au rôle de la diversité. La diversité est représentée dans le modèle de Axelrod selon deux dimensions. La première est la richesse de culture, c'est-à-dire le nombre de dimensions caractéristiques qu'elle contient. La deuxième est la richesse au niveau de l'individu moyenne, c'est-à-dire le nombre de traits, la variété des déclinations individuelles au-dedans de cette dimension établie de la culture. Belief, attitudes, behaviors, mais aussi langage, goût, valeur, etc. Les agents sont représentés comme hétérogènes par la combinaison spécifique des traits culturels qui les caractérisent. Et le modèle est spatialisé, les positions géographiques des agents fixées dans l'espace. La seule règle d'interaction locale entre agents est l'homophilie. L'homophilie, ça veut dire que la probabilité d'interaction des agents avec leurs voisins dépend de leur degré de similarité qui est mesuré par le nombre de traits qu'ils partagent. La dynamique engendrée par cette règle est que la plus semblable partageant plus traits culturels chaque agent à son voisin, plus l'interaction le rendra semblable. Le nombre de traits culturels partagés augmentera par un procédé d'apprentissage. Une règle qui, évidemment, est façonnée sur des interactions qui sont reçues comme strictement dyadiques, interpersonnelles, c'est-à-dire que le procès d'homogénéisation se diffuse par la répétition des interactions entre agents singuliers, 2 à 2. L'itération des interactions cesse lorsque toute interaction supplémentaire n'est plus capable de changer la topologie atteinte. Donc le système achève en sorte d'un équilibre. Alors, les effets, je mets en évidence seulement ceux qui sont dépendants de la diversité, parce qu'il y a naturellement beaucoup d'autres paramètres, et qui les deux mesures de la diversité culturelle agissent de façon opposée. Plus les dimensions convergent en culture, plus probable sera qu'il y a convergence dans un trait. Et donc, plus
les possibilités d'interaction et de convergence. Le résultat est alors la formation d'une large région homogène d'uniformité culturelle. Par contre, si la diversité est majeure au niveau individuel, c'est-à-dire dans le nombre de traits pour chaque dimension, mais les dimensions sont moindres, il est plus probable qu'il n'y aura des trappes partagées, donc l'interaction monophylique possible, et la polarisation sociale augmentera au niveau global. C'est-à-dire qu'il y aura plusieurs régions culturelles stablement différenciées dans le même territoire sans plus d'interaction efficace entre eux. Alors, il y a seulement ces deux configurations d'attracteurs. Un est celui d'une assimilation du différent de l'homogénéisation, et l'autre est celui de la diversité sans interaction. Mais bien que la différenciation au niveau individuel est dans le modèle Vivien, dans le modèle de Axel, un des facteurs qui produisent la diversité, il ne vise pas ici à définir les conditions pour une coexistence de la diversité. Il ne s'interroge explicitement pas sur quelle topologie globale serait à même de faciliter dans un système social une cohésion sans assimilation entre groupes culturels différenciés, c'est-à-dire ne vise pas un modèle de multiculturalité. Mais un modèle d'une topologie de cette sorte émergeait déjà dans la théorie des réseaux sociaux de Marc Granovetter, comme un corollaire à son essai séminal sur la force des liens faibles, en 1973. Granovetter démontra que l'information transmise par des connaissances superficielles, au dehors du cercle des amis ou parents proches, s'avère plus efficace dans la recherche de travail. Il s'agit de liens qui ont été ensuite formalisés avec la mathématique et la théorie des graphes par Watts et Strogatz, comme ceux qui réduisent le degré de séparation dans un réseau complexe. Mais Granovetter montre aussi, dans mon travail, que dans une société modularisée, un cercle sociaux serait, même très distants entre eux, la présence des liens faibles permet de prévoir la capacité différentielle des communautés d'agir pour un but commun. Il semblerait donc que l'enjeu de la diversité soit dans le rapport entre des liens forts, qui consolident des groupes sociaux positifs, et liens faibles et longs, qui traversent l'espace social, dont la fonction de courtage maintient au niveau global la cohésion nécessaire à garantir l'action collective, par exemple en face d'une perturbation. Dans un travail récent, Ramon Centola ébauche une topologie sociale capable de rendre les liens faibles des ponts assez larges pour soutenir une dynamique d'intégration et en même temps le maintien de la diversité parmi les groupes sociaux différenciés. Il applique le formalisme de la théorie des réseaux pour étudier les phénomènes de la contagion complexe, c'est-à-dire la diffusion de pratiques culturelles, normes, comportements qui requièrent de l'individu un engagement actif. Au niveau microscopique, la transition de l'individu en nouvelle étape s'avère possible seulement si elle est soutenue par une validation confirmative de la part de plusieurs membres de son entourage. C'est-à-dire que la relation dyadique, même le lien faible qui est dyadique, n'est plus suffisante. Il faut une confirmation multilatérale pour soutenir l'adoption d'une pratique nouvelle. Au contraire, alors, les topologies qui émergent en variant de paramètres dont je spécifierai le caractère montrent qu'un excès de liens faibles produisent la condition que Durkheim avait nommée ennui, où des groupes cohésifs n'arrivent plus à se former parce que les individus sont trop atomisés. La seule topologie qui achève de former des ponts assez larges pour garantir une continuité relationnelle entre membres éloignés du réseau social est celle dans laquelle les individus et les groupes sont enchevêtrés dans une pluralité d'affiliations qui se chevauchent partiellement et donc se situent, comme le disait Simmel déjà, à l'entrecroisement entre cercles sociaux divers. Cette structure de communauté bâtit une sorte de réseau mésoscopique, on pourrait dire même une structure de métapopulation. Enfin, comme le disait déjà Durkheim, la seule puissance qui puisse servir de modérateur à l'égoïsme des groupes, c'est d'un groupe qui les amasse. Alors, je voulais conclure cette première partie en me rattachant à une autre étude récente qui met l'accent sur des aspects qui ne réveillent pas un intérêt dans l'ébauche de comparaison entre les dynamiques de la diversité dans ces deux champs,
Le premier est qu'il prend en compte le rôle de perturbation dans la création de la diversité culturelle. Axel avait mis le phénomène de la dérive culturelle aussi que tous autres mécanismes que l'homophilie ou la modification de telle culture entre crochets. Si on considère le cultural drift, qui est une perturbation de caractère endogène quelconque, comme un facteur qui engendre diversité au niveau individuel, et donc le fait diverger en agent de ses proches, la simulation à base d'agents donne le résultat contre-intuitif que les conflits culturels entre groupes sont plus probablement effacés, facilitant la convergence globale. La déviance individuelle fragilise davantage la diversité globale du système. Les auteurs en dérivent la morale dont la cible est facile à identifier, que les sociétés les plus individualistes aboutissent à une homogénéisation culturelle croissante au niveau global. Plus important peut-être que si on prend en compte les perturbations, les résultats majeurs de Axelrod est inversé. Le second aspect se révèle en manipulant le taux de bruit produit par la perturbation. Si le taux est trop haut, le destin signé pour la communauté est l'anomie, qui empêche la formation de régions diversifiées. Or, ce destin ne peut être contrasté par les relations diadiques-homophiliques, mais encore seulement par l'influence sociale, qui, étant multilatérale, touche l'individu avec une vitesse suffisante pour empêcher sa déviance. Donc, à nouveau, la dynamique de la diversité semble reposer sur un réseau structurel selon des dépendances multiples. Ces modèles me semblent bouger de différentes façons vers l'idée que la maintenance d'une dynamique de la diversité nécessite que l'individu soit relié aux autres par une pluralité de dimensions et par des liens différents de leur nature. Que la texture de la diversité soit soutenue par des patterns de relations multilatérales complexes et enchevêtrées. Alors, je chercherai à montrer que mutatis mutandis, quelque chose de semblable à faire ainsi dans le débat actuel sur la biodiversité. Alors, la date officielle de naissance de l'écologie du non-équilibre est souvent fixée au 1972 avec l'article de Robert May qui contradisait la thèse de MacArthur que la diversité stabilise un écosystème. Puisque l'énergie dispose de plusieurs chemins alternatifs pour que se réalise l'optimisation dans l'exploitation des ressources, qui caractérise, selon cette théorie, l'achèvement de la démarche successionnelle qui amène l'écosystème à sa maturité. Mais il définit la complexité d'un écosystème selon trois axes différents, c'est-à-dire la richesse ou nombre des espèces, la force des interactions et la connectance, c'est-à-dire le nombre des interactions réalisées effectivement entre les espèces, la mesure qui était le cœur de l'argumentation de MacArthur. Sa démonstration mathématique, qui était toutefois basée sur le présupposé d'une aléatorité des connexions, établit que si on augmente la connectance, ou bien la force des interactions, le système éclate. Je commence avec ce petit conte parce que les réflexions successives sur les raisons de la stabilité des écosystèmes partout d'ici, surtout l'approche de l'analyse des réseaux, auquel je me rattacherai surtout. Mais dans les mêmes années du 70 du dernier siècle, il est surtout la liaison étroite entre diversité et instabilité, telle que Durkheim l'avait établi dans les systèmes sociaux, qui se fraye un chemin dans l'écologie. Le modèle de Simon Levin et Robert Payne est dans son essence encore la base du récit actuel sur l'origine de la diversité et des forces qui la produisent et stabilisent. L'effet conjugué des instabilités endogènes à la dynamique des populations et exogènes produit une fragmentation de son environnement en micro-régions, les patches, chacun desquels a sa démarche successionnelle distincte. On a alors un successional diversity ou polyclimax, un état multistabile de l'écosystème. Des organismes qui n'auraient pas autrement survécu à la pression sélective de la compétition dans un environnement homogène se dispersent dans les patches et y trouvent leur niche fonctionnelle adaptée à les tâches successionnelles locales en raison des traits d'espèces spécifiques à leur propre. Si la multiplicité amortise les fluctuations endogènes, la diversité fonctionnelle des espèces qui permet se révèle une ressource fondamentale vis-à-vis des perturbations, dans la mesure où chaque espèce dote l'écosystème d'une réponse différenciée, soit dans l'espace que dans le temps, c'est-à-dire une réponse asynchronique. Cette complémentarité des niches
préserve les avantages de la diversité fonctionnelle et augmente aussi la productivité des écosystèmes. Alors, les écosystèmes ont coévolué aux perturbations environnementales récurrentes. La physiologie les a en fait même exploitées par la régulation des procès biologiques, comme dans le cas comme le rapport entre forêt et feu, la dynamique qui engendre la dynamique espace libre de Kaplan Harris. Mais évidemment, la limite de la robustesse est atteinte lorsque les perturbations sont différentes de celles inscrites dans la biologie par l'histoire évolutive, d'autant plus les bien connues perturbations anthropogéniques dont la vitesse est telle qu'aucune vix medicatrix nature serait à même de les rattraper. Après la chute du paradigme de la diversité-stabilité, dont le cadre de référence était encore l'idée d'un équilibre de la nature, il y a eu un grand débat sur la fonction effective de la diversité en soi pour le fonctionnement des écosystèmes. Une des raisons est la polysémie de la notion de diversité. On a vu que déjà dans Robert May, il y en avait 3, il y a beaucoup d'autres, non moins que le celle de stabilité. Mais il y a une approche récente qui a un peu simplifié ce débat très complexe, en mettant au lieu de la stabilité la notion de services et fonctions écosystémiques. Vous pouvez voir là, je ne détaille pas les composantes. Et en optant en fait pour une notion de diversité tout à fait fonctionnelle, s'appuyant surtout sur cette théorie des complémentarités des niches que j'ai mentionnées. Dans cette perspective, il ne s'agit pas tant de diversité en tant que nombre d'espèces, plutôt que de la fonction particulière qu'elle revêt dans les procès fondamentaux des écosystèmes. À cette fin, la priorité de cette approche est naturellement de se munir d'une méthode de modélisation et simulation numérique qui permet d'unifier les deux traditions de recherche fondamentales qui sont celui de l'écologie des écosystèmes, de McCarthy par exemple, qui étudie les procès biogéochimiques et le flux d'énergie, et l'écologie des communautés, qui s'attache plutôt à la structure des communautés et au rôle particulier que chaque espèce revêt dans les réseaux écologiques. Entre les méthodes poursuivies, il y a celui des modèles individu-centrés, pénétrés dans la biologie à la même époque que dans les sciences sociales, et qui permettrait, selon certaines propositions récentes, d'incorporer au niveau primaire des individus soit le budget énergétique que les traits biologiques caractéristiques des espèces, et aussi de bâtir des environnements de simulation spatiale très détaillés. L'importance de ces modèles ainsi constitués serait évidemment inestimable parce qu'il permettrait d'éteindre dans la simulation l'échelle de la dynamique simulée, qui est actuellement très petite, non seulement dans l'espace mais aussi dans le temps, et donc de simuler les procès complexes dans les très longues échelles qui l'analyse des écosystèmes demande. Il y a en particulier cette partenariat qui est proposé récemment, qui résout le problème de la suffisance générative avec des données dynamiques pertinentes observées à plusieurs échelles. Toutefois, la modification de perspective peut-être majeure de cette approche de Biodiversity and Ecosystem Function est l'emphase sur le rôle du biota dans les procès fondamentaux des écosystèmes. On arrive ici à supporter une version faible de l'hypothèse Gaia. Je cite, la vie modifie l'environnement et il est la diversité qui détermine la manière de cette modification. Il y a actuellement certaines confirmations de cette approche, par exemple ce qui concerne la corrélation entre la biodiversité et la productivité, au moins dans certains écosystèmes. Alors, il y a des raisons renouvelées pour étudier avec le plus de détails possible les interactions écologiques entre les espèces pour comprendre leurs fonctions dans les écosystèmes. Soit pour saisir les conséquences des perturbations anthropogéniques sur la dynamique des écosystèmes, que pour chercher d'identifier quelles espèces et même quelles interactions entre espèces jouent un rôle primaire dans la robustesse des écosystèmes particuliers, il faudrait reconstruire la topologie, la force et la nature des liens entre espèces multiples dans une communauté écologique et préférablement pousser l'échelle de l'analyse au niveau de la métacommunauté. On atteindrait alors le niveau le plus mécanistique d'explication et donc de prédiction possible, ce qui est malheureusement très difficile à atteindre, comme on peut le voir dans cette liste des ignorables de la biodiversité, parce que les
des informations sur la distribution des degrés de connexion et des forces des interactions, et souvent dérivées par des autres mesures, comme le nombre des espèces, par exemple. On voit donc que la modélisation revêt ici une importance majeure pour la recherche des confirmations empiriques. Le network thinking, le raisonnement en maillage, est tout à fait originaire à l'écologie. On le retrouve chez Darwin, chez Cameron, dans le XIXe siècle. Robert May a jeté les bases pour son essor moderne dans la mesure où il a stimulé les recherches sur des preuves empiriques de ce qu'on pourrait définir avec Granovette la force des liens faibles en écologie. Si un prédateur peut se nourrir de des espèces, il est plus improbable que la population de chaque roi arrive à l'extinction. Cet exemple, qui est le plus élémentaire possible, montre comment la présence d'une troisième espèce peut changer la densité des autres. Plusieurs études ont établi le principe général que dans les réseaux trophiques, la majorité des interactions sont faibles, comme l'avait prévu May, et que cette distribution se traduit dans la stabilité de la coexistence, donc de la diversité des espèces, au moins au niveau de la communauté. Même s'il y a, ça ne veut dire pas que les interacteurs faibles soient ceux des espèces clés qui sont, dont la perte détermine plus des extinctions secondaires, parce qu'on a vu qu'en réalité, la définition d'espèces clés est toujours très dépendante du contexte et les écosystèmes sont terriblement différents les uns des autres. Alors, la dernière pièce de mon raisonnement, les interactions faibles sont donc des interactions indirectes. Mais l'attention croissante aux interactions indirectes a eu l'effet progressif de miner la base du paradigme du réseau trophique, qui était plutôt de considérer la base, l'unité fondamentale sur laquelle on les bâtissait, les relations dyadiques, pairwise interactions. Comme l'a remarqué Wharton, il y a une grande différence entre ces deux types d'espérations qui sont tous les deux indirects. Une espèce qui influence une autre espèce en passant pour un troisième, et l'autre cas dans lequel, au contraire, il n'est pas une troisième espèce a une influence sur l'interaction même entre les espèces, des autres espèces. On introduit ici une non-linéarité qui ne peut pas être forcée dans le cadre réductionniste de considérer les relations toujours comme dyadiques. Ce qui s'est passé, alors on a cet autre type de relation, et une relation qui est indirecte et qui est nommée la relation d'ordre supérieur. Et ce type de relation peut engager plusieurs espèces contemporaines dans le même temps, avec un effet comme celui, par exemple, de l'écosystème engineering niche construction, où l'effet d'une espèce influence l'interaction entre les autres en modifiant l'environnement. Mais ici, l'étude de ce type de relations trophiques différents a beaucoup extendu l'horizon du network thinking récemment. Non seulement en explorant autres modalités de relations trophiques, par exemple les réseaux mutualistes, dont la topologie et les effets sur l'écosystème sont très différents des autres relations trophiques. Ils ont un effet sur la biodiversité et sur la stabilité, même aux invasions très, très remarquables. On s'est aussi aperçu qu'une considération réaliste des interactions écologiques ne pouvait pas considérer les centres résotrophiques en isolement, comme s'il était indépendant l'un des autres, et aussi que si on prenait en compte les connexions entre les zones similaires ou bien différentes, par exemple ici vous voyez les différents réseaux, c'est une interaction entre deux réseaux mutualistes. Ceci est l'interaction entre deux food web traditionnels et la combinaison des deux. Si on considère
les connexions entre réseaux similaires ou bien différents, elles sont liées par les nœuds qu'ils ont en commun, parce que les espèces peuvent contribuer à plusieurs réseaux en même temps. La dynamique de leur stabilisation peut en résulter tout à fait différent. Alors, ça veut dire que le réseau trophique doit être considéré au-dedans du network of networks, qui non seulement relie les différents réseaux trophiques, mais prend en considération beaucoup d'autres types d'interactions indirectes qui sont les relations non trophiques, comme celle de ces système engineering que je mentionnais. Et c'est ce qui est passé récemment. Il y a une croissant intérêt dans les différentes, à classifier les relations non trophiques en classes fonctionnelles différentes. Et on a vu qu'en le faisant, on découvre la complexité qui était engendrée n'était pas irréducible, dans le sens qu'il y avait la possibilité de voir des sortes de modules fonctionnels qui se répètent dans plusieurs écosystèmes. Alors on pourrait gérer cette complexité. Et alors ma conclusion est tout à fait provisoire et heuristique est que il y a une sorte de convergence, qui, je ne sais pas si est un effet du fait qu'on utilise la même méthode de modélisation, mais que dans les deux cas, on a l'impression que la texture de la diversité soit soutenue, surtout de la dynamique de la diversité soit soutenue par une structure de multiples dépendances, des liens de différentes natures qui donne l'impression que dans le même cas, on a un highly structured entangled web, c'est-à-dire l'image de Darwin peut avoir une signification de champ. Merci.